OK, parlons de légalisation du cannabis à des fins récréatives. Je dis bien à des fins récréatives parce que la légalisation du cannabis à des fins médicales, ça date déjà de quelques années. Hein, il faut aussi se rappeler ça. Quand on m'a demandé de parler de ça, on ne pensait pas que le projet de loi 157 était pour être déposé. Le projet de loi qui encadre le cannabis à des fins récréatives au Québec, ce qui fait qu'on me disait, essaie d'imaginer ce que ça va être. Je n'ai pas besoin d'avoir grande imagination. Maintenant, on sait ce que ça va être. Dans les grandes lignes, bien sûr, il y a la commission parlementaire qui vient de se terminer. Peut-être qu'il peut y avoir des modifications, mais je n'aurais pas tendance à parier sur des grosses modifications, ce qui fait que ce que l'on a déposé au niveau du gouvernement du Québec, c'est probablement ce qui va se passer. Mais avant de parler de ce projet de loi, je vais donner quelques indications sur le projet de loi fédéral. En fait, le projet de loi fédéral, ce que ça fait, c'est que ça encadre. C'est les grandes mesures d'encadrement. Mais le détail est vraiment laissé aux provinces. Ce qui fait que ça va être très différent. D'ouest en ouest, il va y avoir des différences majeures. Ce qui va être intéressant pour les chercheurs, parce qu'on va pouvoir voir l'impact différentiel de ces mesures éventuellement. Ensuite, on va regarder des modèles législatifs novateurs à l'international. Il n'y a pas grands endroits qui ont légalisé, mais il y a des endroits qui ont décriminalisé, et c'est intéressant. On va s'arrêter, bien sûr, sur le cadre réglementaire québécois. Et je vais terminer avec quelques réflexions, deux pistes de réflexion pour élargir un peu le débat. Mais je vais tenter de vous laisser du temps pour échanger avec moi. Parce que moi, je pense que je n'ai pas 30 minutes, mais j'ai moins que 30 minutes. C'est ça le privilège d'être directeur scientifique. OK. Donc, les projets de loi fédérale canadiens, ce que ça dit? Donc, je vous l'ai dit, c'est... Bon, pourquoi avant un projet de loi fédéral canadien sur la légalisation? Qu'est-ce que Justin Trudeau a mangé l'hiver dernier pour qu'il puisse penser à la légalisation du cannabis? Bien, c'est pas juste lui, c'est l'hiver avant, c'est pas rien que lui qui a pensé à la légalisation du cannabis. En fait, dans les 50 dernières années, là, on a réfléchi à ça. Est-ce que la prohibition était le meilleur modèle pour gérer les problèmes de consommation? Et souvent, c'est même pas des problèmes de consommation quand on parle de cannabis. Est-ce que c'est vraiment le meilleur modèle? Ce qui fait qu'il y a eu, dans les années 70, dans une gang qui n'était même pas dans les pensées de ses parents ici. Hein. Dans les années 70, il y a eu la commission Ledin, du nom de son président, c'est un juge, qui a demandé qu'il y ait des élargissements en disant que la prohibition, ça n'avait pas d'allure. Il y avait même un rapport minoritaire qui a été déposé. Peut-être certains d'entre vous ont eu la chance d'être enseignés par Marie-André Bertrand à l'École de criminologie. Marie-André Bertrand avait signé un rapport minoritaire demandant, elle, la légalisation, et pas seulement du cannabis. Plus récemment quand même, 2002, il y a eu un rapport, le rapport sénatorial qui s'est penché sur cette question-là. On l'appelle souvent le rapport Nolin, du nom de son président, maintenant défunt malheureusement, et qui allait dans le sens d'une légalisation. Et il y a eu, à peu près dans la même année, je n'ai pas trouvé la photo, oups, mais bon, un rapport de comité parlementaire qui, lui, voulait plutôt la décriminalisation. Mais dans les trois cas, il y avait des conclusions semblables. Lorsqu'on analyse ces trois rapports-là, les conclusions étaient semblables. Première conclusion, c'était la criminalisation du cannabis ou des usagers de cannabis n'a jamais été appuyé sur des études scientifiques. Clairement. Ce n'était pas le cas au début, c'est pas le cas maintenant. J'aime à rappeler qu'il y avait la juge Emily Murphy qui a été très importante à ce niveau-là, au niveau de la criminalisation du cannabis. La juge Emily Murphy connaissait pas beaucoup le cannabis. C'était une juge qui s'est fait raconter plein d'histoires sur comment l'homme et la femme peuvent ressembler à la bête une fois qu'ils sont intoxiqués. C'était un peu le propos de ses chroniques qu'elle avait dans McLean et qu'elle a colligé dans ce qu'on appelle un livre qui s'appelle The Black Candle. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller voir. Donc, c'était ça à la base au niveau de la criminalisation du cannabis. Donc, plutôt des histoires un peu morbides, des histoires un peu de gens qui perdent le contrôle avec le cannabis, mais c'était des histoires même pas cliniques, c'était un peu du oui-dire.
Ensuite, deuxième conclusion, c'était il est important d'avoir un contrôle sur l'usage du cannabis, sur les usagers, et particulièrement chez les jeunes. Et ça, les 3 rapports le disent, il faut un contrôle. Mais les 3 rapports aussi laissent entendre que le contrôle qu'on a actuellement, la prohibition, n'est pas le bon contrôle. Un troisième élément, c'est les effets pervers de la criminalisation sont plus importants que la consommation comme telle. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 millions de Canadiens, Canadiennes qui ont actuellement un casier judiciaire lié à la consommation, possession de cannabis. Il y a quand même des effets très importants. On ne peut pas voyager, on ne peut pas avoir accès à certaines professions. Il y a des dommages. Et dans la majorité de ces rapports-là, on mettait l'importance sur avoir une politique de santé publique. Et je pense que ça doit guider aussi nos actions d'avoir cette politique de santé publique et guider, c'est ça, cette réglementation que l'on met en place. Donc, le projet C45, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il donne les normes. Ça ne peut pas dépasser ou ça ne peut pas être inférieur à ce que le Canada dit. Ce qui fait qu'il dit c'est 18 ans. Arrangez-vous au niveau des provinces, vous pouvez mettre l'âge que vous voulez, mais ça ne sera pas en bas de 18 ans. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ils disent vous pourrez éventuellement cultiver le cannabis à la maison, mais ça ne sera pas plus que 4 plants. Au départ, même, c'était 4 plants de 1 mètre. Ils ont enlevé ça parce que les policiers n'aimaient pas ça. J'imagine traîner leur maître avec eux autres. Donc, ils ont enlevé 1 mètre sur 4 plants. Mais ce n'est pas encore passé, ce n'est pas fini au Sénat, donc il pourrait y avoir des modifications. On dit c'est maximum 30 grammes en public, plus il va y avoir des peines. Et ce n'est pas parce qu'on réglemente, ce n'est pas parce que c'est légal qu'il n'y a pas de peine associée au dépassement de certains éléments qui sont là. Ensuite de ça, on dit actuellement c'est le cannabis séché et l'huile, mais rapidement, on va légiférer sur les produits transformables, ça veut dire ce qu'on peut manger, entre autres. Interdiction d'export et d'import, c'est sûr que nos voisins n'aimeraient pas nécessairement qu'on commence à exporter chez eux. L'emballage, et ça, c'est très, très, très important. Actuellement, peut-être un peu moins, mais lorsqu'il va y avoir des produits transformés, il ne faut pas aller comme on a fait au Colorado dès le début, avec des sacs de gummy bears transparents, où est-ce que c'était même pas des sacs refermables, ce qui fait que si tu en achetais un paquet de 12 à 10 mg chacun de cannabis, ben, tu ne pouvais même pas le refermer et chaque gummy bear n'était pas enveloppé séparément. Il va y avoir des normes au niveau de l'emballage, un emballage opaque, refermable, etc. Et c'est très important. Des pouvoirs d'inspection, mise en place d'un système de suivi et fin de contrôle, suivi du produit, hein, de sa naissance, la graine, là, jusqu'au consommateur. Parce qu'on craint parfois que une partie de la production peut être détournée vers les marchés illicites, les marchés gris. Particulièrement, ça c'est un problème particulièrement aux États-Unis, alors que tous les États n'ont pas légalisé. Ce qui fait que lorsqu'un État a légalisé, ça peut être intéressant de faire un marché gris vers les États qui ont légalisé et qui n'ont pas légalisé. Mais il reste qu'il y a des peines. Hein, je le disais, possession, si vous êtes au-dessus de 30 grammes, à ce moment-là, le projet de loi dit c'est maximum 750 $ ou maximum de 5 ans moins un jour. Donc, on peut encore avoir des peines. Et pour le reste, vente, distribution, production, importation, le législateur ne s'est pas cassé le beigne, il dit c'est maximum 14 ans. Donc, c'est facile à obtenir. En tout cas, pour les profs, c'est facile à obtenir quand on enseigne ça. Donc, vente, distribution, production, importation, au-delà de la limite, c'est 14 ans. Vente et distribution, ça peut être aussi quelque chose qu'il faut regarder, parce que vente et distribution, là, ça vente à des mineurs, mais c'est aussi, disons, si l'âge légal était 21 ans, ça veut dire que si on vend à quelqu'un de 20 ans, on peut avoir une peine maximale de 14 ans. Et ce n'est pas seulement la vente, c'est aussi la distribution, ce qui est assez important. Donc, vous êtes dans un party, ça donne qu'il y a quelqu'un qui a 20 ans, vous distribuez, maximum 14 ans, éventuellement, c'est le maximum. Donc, mais on pourra revenir là-dessus. Les modèles législatifs novateurs à l'international. Ce qu'on entend tout le temps parler, ce sont les Pays-Bas. Oui. Ça va. Il y a de bonheur encore. Faites attention, je vais vous en demander un autre drapeau tout à l'heure. Alors, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est reconnu pour quoi? Les coffee shops. Bon, la majorité des gens qui vont aux Pays-Bas
au moins, vont autour d'un coffee shop. C'est assez facile à reconnaître avec la feuille de cannabis. C'est un endroit où vous pouvez, à partir d'un menu, commander et consommer le cannabis que vous désirez. Mais là-bas, c'est pas légal, c'est pas légalisé, dans le sens que les profits de la production, de la culture, ben, c'est encore les marchés criminels qui les ont en poche. La seule partie sur laquelle on est permissif, c'est dans les coffee shops, tu consommes, puis c'est tout. Sauf que, théoriquement, la personne qui vient approvisionner le coffee shop pourrait être, elle, accusée et condamnée pour trafic. Donc, il y a cet aspect-là. C'est vraiment le cannabis interdit. Et dans les coffee shops, par contre, il y a quand même des règlements très stricts avec des inspections qui se font. Ce qui fait que les tenanciers de ces coffee shops font attention. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de gens qui sont mineurs, il n'y a pas d'alcool qui est servi là, parce qu'ils pourraient perdre leur permis, et c'est quand même lucratif. Ils ne veulent pas perdre leur permis, ils font attention. OK. Ça ressemble. Portugal. C'est bon. 2 points. Donc, le Portugal, ce qu'ils ont fait au Portugal, et ça fait à peu près une douzaine d'années, ce qu'ils ont fait, c'est décriminaliser. Mais attendez bien, décriminaliser toutes les drogues. Pas seulement le cannabis, là. Donc, l'héroïne, cocaïne, tout. Parce qu'ils disent, le consommateur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a un problème de criminel. Le consommateur, ça se peut que ce soit quelqu'un qui a un problème de dépendance. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il est appréhendé, habituellement, il est appréhendé sur la voie publique parce que, bon, il ne cogne pas dans les portes pour savoir si vous consommez chez vous, là. Donc, sur la voie publique, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande d'aller rencontrer un comité de dissuasion. Comité de dissuasion, il y a un juriste, il y a habituellement un travailleur social ou un autre professionnel psychosocial, et il y a un professionnel de la santé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'évaluer l'état de la personne. Est-ce qu'elle a des problèmes de dépendance? Si elle a des problèmes de dépendance, ils ont un accès rapide, et ça c'est important, rapide et direct, avec un centre de réadaptation, un centre de traitement, pour aider la personne à se défaire de son problème de dépendance. Si ce n'est pas un problème de dépendance, mais ils disent, bon, ben, mon petit gars, ma petite fille, fais donc attention. La prochaine fois qu'on va te pogner, là, hein, tu vas avoir soit une amende, soit du travail communautaire. Fait que, essaie de consommer, puis pas faire trop de problèmes. Parce qu'effectivement, si tu ne fais pas de problème, ils ne t'appréhenderont pas. C'est le mode qu'ils font au Portugal. Tu vas me dire quand il va me rester pas beaucoup de temps, 5 minutes. Oui! Uruguay. L'Uruguay a légalisé. Il n'y a pas beaucoup d'États, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont légalisé. La majorité du temps, les gens disent qu'il y a l'Uruguay qui a légalisé. On va voir, il y a la Jamaïque. Je vous donne un truc, là, le prochain drapeau, c'est la Jamaïque, qui ont légalisé. Mais l'Uruguay était le premier. Décembre 2013, ils ont eu des problèmes à mettre ça en place. Pourquoi ils ont eu des problèmes à mettre ça en place? Ils voulaient surtout une distribution en pharmacie. Distribution en pharmacie, il y a des pharmaciens qui n'étaient pas bien d'accord avec cette idée-là, ce qui fait que ça a pris un certain temps. Et aussi, il y a une inscription au registre de l'Institut de régulation et de contrôle du cannabis. Ça aussi, c'est plus ou moins. Hein? Mais ça peut être maximum 10 grammes par semaine, 40 grammes par mois, des fleurs séchées. Mais ce qui est surtout intéressant, pour eux, c'est les coopératives de quartier. Donc, ils peuvent ensemble se mettre ensemble donc, pour pouvoir cultiver leur plants de pot. À domicile, ils ont le droit jusqu'à 6 plants par foyer. Et il y a des producteurs qui sont autorisés, un peu comme nous, après certification. Mais la commercialisation est interdite. Et ça, j'y reviendrai, mais c'est important. Ouais! Il y en a qui pensent à leurs vacances. La Jamaïque, c'est un cas spécial. De temps en temps, vous allez voir que c'est de la dépénalisation. De temps en temps, que c'est de la légalisation. François Gagnon de l'INSPQ lui dit que c'est de la légalisation et je suis pas mal d'accord avec lui. Il y a encore des interdictions générales, mais depuis 2015, on peut avoir jusqu'à 57 grammes, 5 plants par habitation. Et il y a aussi quelque chose de particulier. Il y a des exemptions à ceci. Pour les sacrements rastafariens. Peut-être que la religion va prendre un peu plus d'ampleur. Il faudrait voir si on avait des exemptions pour la religion catholique ici, s'il y aurait plus de pratiquants. Ben, celui-là, je ne vous le demande pas. C'est nos voisins.
Les États-Unis. J'ai reculé, merci. Les États-Unis. OK. Donc, c'est une interdiction au niveau fédéral. Et dès le départ, ça a été un problème, ça, cette interdiction au niveau fédéral, parce que les banques, là, ben, c'est une charte fédérale. Les banques ne voulaient pas se faire enlever la charte, ne voulaient pas avoir de problème avec le fédéral, ce qui fait qu'ils n'acceptaient même pas l'argent des profits de la drogue, alors qu'il y a quand même eu pas mal de profits suite à la légalisation du cannabis au Colorado. Les deux premiers États, et c'est pour ça qu'on entend souvent parler du Colorado et de l'État de Washington, pas Washington DC, là, mais l'État de Washington, ce sont les deux premiers États à avoir légalisé. Ensuite, il y en a d'autres. L'Alaska, District de Columbia, Oregon, Massachusetts, Nevada, Maine et Californie, dernièrement. Le problème avec les États-Unis, sauf le District de Columbia, c'est la commercialisation excessive qui a accompagné la légalisation. Et on pense de plus en plus, quand on regarde les études de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et une autre étude de McCune, que ce n'est pas tellement la légalisation qui fait augmenter la prévalence, mais c'est la commercialisation qui fait augmenter cette prévalence. La misère avec ma pitonneuse. OK, le cadre réglementaire provincial québécois. Bon, il y a eu des choix difficiles au niveau des permis, etc., etc., là. Pointe-la par ici. C'est là, le... Je vais vous pointer. Oui. Pointe ça. Oui. OK. Bon, le projet de loi... Bon, la première victoire, je dirais, c'est qu'il y a un monopole gouvernemental, la Société québécoise de cannabis. Et ça, c'est très important parce que quand on dit s'appuyer sur la santé publique, bien, on pense qu'un monopole gouvernemental aura davantage d'intérêt au niveau de la santé publique et donc de moins de commercialisation. Quand je disais tout à l'heure, c'est surtout la commercialisation et non la légalisation qui est le problème. Bien, ici, c'est un élément très important. Sauf que, dans le projet de loi, actuellement, il y a l'article 55 qui peut permettre des projets pilotes. De temps en temps, on entend que la ministre voudrait avoir 3 à 5 projets pilotes dans lesquels le privé distribuerait et, à ce moment-là, on comparerait la performance du public au privé. À mon avis, c'est une porte qui est ouverte et qui n'est pas nécessairement la meilleure. Partout où est-ce qu'on a légalisé le cannabis, c'était là le même âge que pour l'alcool. Donc, quand c'est accessible, 18 ans pour l'alcool, c'est accessible pour le cannabis. 10 $ le gramme, c'est le prix qu'on paye sur le marché. Bon, ça c'est l'interdiction de cultiver du cannabis. Ça, je me demande bien comment on va réussir à faire ça. On n'a pas réussi à vraiment interdire la production de cannabis avec la prohibition. Je ne sais pas si on va pouvoir l'interdire avec la légalisation, mais on verra. Il peut y avoir 750 $ d'amende. Possibilité de fumer dans les lieux publics, impossible, ça ne marchera pas. Donc, ça va être un peu ce qu'on appelle le tabac plus, où est-ce que c'est les mêmes règles que pour le tabac, sauf un peu plus rigide, des endroits qu'on ne pourra pas. Cégep, ça me rappelle le bon vieux temps. C'est les deux grosses flèches. C'est ça, c'est les flèches. Ah, OK. D'ici la fin de la présentation, on va finir par l'avoir. Conduite d'un véhicule routier, tolérance zéro. Ça va être très, très, très difficile. Je parlais à un biochimiste de l'INSPQ qui me disait que les tests actuels au niveau de la salive ne sont pas en relation avec la capacité de conduire, mais aucunement. Et le problème, c'est que, moi, je disais, ça peut être de 6 à 10 heures qu'on peut encore retrouver des traces. Quand on dit tolérance zéro, il me dit non, 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 tu te trompes, c'est 32 heures. Donc, on pourrait retrouver des traces. Et si c'est tolérance zéro, ça veut dire 32 heures après votre party, là, vous restez chez l'ami, hein? Ils vont vous trouver lourd un peu. Des fonds de revenus provenant de la vente du cannabis, ça c'est très, très, très intéressant. On dit au niveau de la prévention et de la recherche en matière de cannabis, je pense que c'est crucial. Un comité de vigilance, je pense que le comité de vigilance, il faudrait être vigilant sur qui va faire partie du comité de vigilance, mais en même temps, c'est très important de pouvoir s'adapter au contexte. Le Colorado le fait, il faut le faire aussi. 2 minutes pour des réflexions. 1 minute pour des réflexions.
La légalisation, ça comporte plein d'avantages. Hein? Je l'ai mentionné tout à l'heure. Le retrait du spectre pénal est probablement pour moi l'un des plus grands avantages. Le contrôle du produit, le contrôle des ventes, l'accès au profit pour un réinvestissement. Mais effectivement, on a peur. On a peur qu'il y ait une augmentation de la consommation. On a peur qu'il y ait une augmentation des méfaits qui sont associés. Donc, ce qu'on fait, on essaie d'être très sévère. Très sévère. On est actuellement, parmi les provinces qui ont déposé leur cadre réglementaire, la province où c'est le plus sévère. Il faut bien le savoir, là. Nos voisins vont être beaucoup moins sévères que nous, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, qui permettent la culture. Et, entre autres, nous, on va ouvrir 15 points de vente. Nouveau-Brunswick, 20 points de vente. Ils sont 10 fois moins nombreux. Bon. Je pense que le marché criminel va se régaler de cette position très conservatrice. Et le problème aussi, c'est que c'est souvent les personnes les plus démunies. On pense aux personnes pauvres, aux jeunes, aux personnes ayant des problèmes de santé mentale qui risquent de faire les frais de ce contrôle très strict. On l'a vu au Colorado, où est-ce que la majorité des gens qui ont des infractions pour consommer dans des endroits publics, bien, ce sont les Afro-Américains, ce sont les Hispaniques. Ça risque d'être un peu la même chose ici. Et un dernier élément, c'est l'attrait du gain facile. Une fois là que les marchés illicites vont être un peu moins présents, une fois qu'on va avoir oublié un peu nos préoccupations actuelles, une fois que les finances publiques vont être encore en dette, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se rappeler que la SAQ, Commission des liqueurs, dans le temps, avait au départ une préoccupation de santé publique qui s'est rapidement dissous dans l'attrait des gains. Il faut faire attention à ce niveau-là. Je vous laisse là-dessus parce que j'ai plus de temps, j'ai dépassé.